Bonjour et bienvenue sur Média YouTube sur vidéo.com. Il y a toujours plusieurs façons de commencer une interview, une vidéo. Il y a la façon décontractée, comme aujourd'hui où je pose comme ça mes jolies baskets sur un produit pas possible dont on va parler dans quelques instants, une gamme complète avec Philippe. Philippe, comment vas-tu? Bonjour, très bien. Bonjour, très bien. Alors bonjour, très bien Philippe. D'entrée de jeu, le Philippe, il attaque fort. Est-ce que tu peux te représenter un petit peu, parce que les gens te connaissent peut-être pas, Philippe, tu t'occupes de quoi Je exactement? m'occupe de tout ce qui est acoustique et de la direction technique des projets Ellipson et les marques du groupe. D'accord. Donc c'est principalement de l'acoustique, mais aussi de l'électronique. Donc tu es un peu monsieur loyal, tu es monsieur pas à tout faire, mais tu sais beaucoup de choses, parce que moi je t'ai déjà interviewé quand tu es allé à l'usine Oui. ensemble, et j'ai vu la somme de choses que tu gères, c'est assez ouf quand même. Tu quand même parlé, justement, ça tombe très très bien, tu vas parler de plein de trucs. Alors là on a une nouvelle gamme qui s'appelle... Horus. Alors au moment où on fait cette vidéo, cette gamme, est-ce qu'elle est sortie ou est-ce qu'elle n'est pas encore sortie cette gamme? Elle est sortie en enceinte passive, c'est-à-dire l'enceinte colonne, Ouais. la bibliothèque, Yes. l'enceinte centrale. Yes. Et lui se fait un peu attendre, il arrive mi-avril. Le caisson de basse actif. Voilà, que vous sachiez, ça, il est joli, mais c'est encore le prototype. Oui. Donc au moment où on tourne cette vidéo, il est presque prêt à être envoyé dans les tuyaux. Il est envoyé, voilà, mais il est en transit. Il est en transit. En transit. Alors tu veux qu'on commence par quelle enceinte? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Parce que là, pour les gens, on va parler de plusieurs produits. Oui. Donc laquelle, par exemple, de toutes celles qui est ici, tu as peut-être demandé le plus de boulot? Laquelle, voilà, dis-moi, guide-moi un petit peu dans... La première par qui j'ai commencé, c'est celle où tu posais tes pieds. Eh ben écoute, La pauvre. ça tombe bien, on va prendre le cutter, pas pour toi, mais pour l'enceinte, et c'est parti. Le moment est arrivé. Philippe, ça va toujours? Très bien. Alors, il y a un truc qui est fou, parce que j'ai du mal à mettre à ta place, pour la bonne et simple raison, c'est que là, on va grand déballer un produit qui est le tien. Oui. En général, c'est... Hein? Le nôtre, Ellipson, en Tu général. as fait beaucoup de choses dessus quand même, vu tes spécificités, tu as fait beaucoup de choses dessus. Donc le truc, c'est qu'en général, quand je déballe des produits, les marques ne sont pas là, ou les créateurs ne sont pas là. Là, j'ai un petit moment d'émotion quand même, parce que c'est toi, c'est le vôtre, qui est ici, qu'on va donc déballer ensemble. Alors pendant que je déballe, tu me parles un petit peu de ce produit, s'il te plaît? Alors, ce produit, donc la gamme Horus, c'est une gamme qui avait été lancée par Ellipson dans les années un peu avant 2000, qui était une gamme économique. Et donc, nous avons revoulu, en dessous de la gamme Prestige Facette, refaire une gamme économique qui, dans le contexte actuel, tombe bien parce que bon, il y a l'inflation et le pouvoir d'achat qui est un peu limité. Donc, on a voulu quand même offrir notre qualité auditive et notre spécificité technique sur une gamme d'enceintes de 4 produits. Et on est assez fiers. Bon, je vais parler technique, hein, parce qu'on a fait... On est là pour ça. Dis-moi un Voilà. petit peu, tu en es assez fier, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire c'est passive ou active déjà? Elles sont passives, donc c'est Passive. fier d'enceinte passive. On est fiers au sens où l'effet Covid a augmenté tous les prix des matériaux et malgré tout, on a pu maintenir sans limiter la qualité du produit ou sa finition, un prix de vente qui est quand même très abordable. Et ça, c'est un peu notre fierté aujourd'hui. Alors je te comprends, mais il y a un truc quand on me dit abordable et que tu Oui. me dis pas combien ça coûte, les gens doivent dire vous êtes gentils les gars. Là vous avez le Philippe qui est là, un des créateurs de la bestiole. Abordable, c'est quoi chez toi? Alors, abordable, donc c'est la Horus 6B, petite enceinte de voix bibliothèque, Yes. qui est à 349 € la paire. Et c'est fou. Mais moi j'avais pas les prix avant d'arriver. Hein. Je dois dire que c'est assez dingue. Alors tu vas me dire là. Pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce qu'on peut mettre dans une enceinte au niveau des haut-parleurs, de l'acoustique et autres, pour 349 €? Quel type de haut-parleur est dessus? Comment est la conception? Ce sont des haut-parleurs en pulpe de cellulose surfacée de fibre de verre. D'accord. Nous avons un tweeter en dôme soie avec un aimant en néodyme. Donc c'est une 2 voix celle-ci. Hein. C'est une devoir, oui, D'accord. avec un basse réflexe frontal. Nous avons un filtre avec des composants qui est toujours en fait élaboré parce que le filtre, c'est le cœur de l'enceinte. Hein. Nous avons une caisse qui est rigide avec une façade avant plus épaisse que le reste du coffret et un renfort interne. C'est de la belle ouvrage. Et nous avons trois finitions. C'est quoi les 3 finitions, Philippe? Alors celle-là, c'est celle qui est un peu dédiée au home cinéma, donc c'est noir avec une façade avant en carbone. Elle est censée se marier avec ce qui est derrière? Là, oui, la On en main reparle tout à l'heure. centrale. Voilà, merci Philippe. Sur le côté, on en reparlera, il y a une finition plus classique qui est donc finition en noyer avec une face avant en gris foncé. Et nous avons une finition en chêne avec une face avant en crème. Donc, 350 € la paire. La paire.
D'accord. Et donc, est-ce que, pour que je sache, faut que les gens comprennent bien ce qu'on fait. Alors là, ce sont des modèles qui sont de bibliothèque, Oui, qu'on peut également installer sur des pieds, hein, si on désire. on Ils est- peuvent travailler en stéréophonie, bien sûr. avec un ampli, et donc peuvent également être intégrés à l'intérieur d'un système. C'est-à-dire que si on veut faire du home cinéma, elles peuvent s'intégrer. Bien sûr. Alors, En voie frontale, si on a une petite pièce avec l'enceinte centrale, ou si on met devant les colonnes, on peut les mettre à l'arrière. d'accord. Donc là, maintenant, c'est l'enceinte centrale qui pourrait travailler avec. Oui, Donc on les mettrait sur les côtés. Ça, c'est nouveau également. c'est nouveau. Alors, quelle est sa référence à la Donc, c'est la bestiole? Horus 10C, C comme centrale, 10C. 6B comme bibliothèque. Philippe, question, tu vas me répondre oui, j'espère. Ce sont les mêmes haut-parleurs que tu as mis sur tous les produits Bien sûr. pour avoir une homogénéité quand même. Mais bien sûr, filtré différemment. La centrale est filtrée différemment que la colonne. Ouais, J'en parlerai parce qu'elle a une spécificité aussi, que la bibliothèque. d'accord. Mais le mariage, celle-ci, deux comme ça fonctionne. Il faut mettre deux surround. C'est homogène. C'est homogène. Bon, alors, si je comprends bien, Philippe, là, on a enceinte gauche-droite, une enceinte centrale, même type de haut-parleur, filtré différemment, et le caisson de grave, c'est celui que tu m'as montré tout à l'heure, Exactement. qui est là, qui s'intègre également, et en surround, on peut mettre deux comme ça, par exemple. Oui, bien sûr. Voilà, on a un système complet. Alors, le caisson de grave, ce qui est de particulier, c'est qu'il est très compact, il est puissant, il a un haut-parleur actif en front et un haut-parleur, un radiateur passif dans sa base. Voilà. Ce qui fait qu'il arrive à fournir de l'infragrave sous un volume très compact. Et on n'a pas le bruit que peut avoir un basse réflexe qui, des fois, procure un bruit qui est néfaste dans une pièce. Alors j'ai les questions sordides parce que c'est que les gens toujours qui nous regardent, ils se disent voilà, et moi aussi sur ma chaîne YouTube, quand on veut acheter du matériel audio, il y a un truc qui est très important pour les gens. Alors c'est la puissance. Est-ce que tu as la puissance ou tu veux pas la donner sur Oui, bien celle-ci, ça et ce que j'ai dans la main? Alors ça, il y a une amplification de 150 watts. D'accord. Dedans, Donc, il est amplifié. Voilà, c'est de la classe D. Bon, il y a un gros aimant Je dans le boomer. viens de le sentir, oui. Donc, il peut supporter 150 watts. Simplement, 150 watts dans ce volume-là, ça vibre et effectivement, on n'exploite jamais. L'enceinte bibliothèque supporte 70 watts RMS. D'accord. Donc, c'est des vrais watts. Hein. Je ne parle pas en pic. Hein, parce On a parlé RMS, vrai watt, Voilà. les amis. Parce qu'en gros, on multiplie par racine de 2 pour avoir du pic ou des fois multiplié par... Bon, désolé. Ah non, si on fait appel à des gens qui sont des acousticiens, c'est très bien que tu en parles. Au D'accord. contraire, ne sois pas désolé. Non, alors, la puissance RMS, on a la puissance crête qui est, on multiplie par 1,4. C'est racine de 2 exactement. Et après, il y a des gens qui multiplient par 2 parce que voilà, ça fait plaisir. Mais bon. C'est dit, c'est fait. Messieurs, dames de la profession, bonjour. Hein. Ah. Alors Philippe, donc on est avec une grosse puissance 650 watts amplifiée. Là, on a donc une cohérence donc, avec ce système. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des colonnes? Juste parce que Oui. tu me parlais de la puissance. J'ai oublié. Donc là, on est en 100 watts parce qu'on a quand même 2 boomers qui travaillent en parallèle. Yes. Voilà. Pour un rendement de 91 dB. Donc, même un petit ampli, vraiment, ça la bouge, l'enceinte. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont pas gourmands, c'est-à-dire que c'est pas la peine d'avoir un très gros ampli pour les remuer. Non, parce qu'en plus, il n'y a pas que l'histoire de la sensibilité à la puissance, il y a l'histoire de l'impédance. L'impédance est stable. Parce que souvent, on a des enceintes qui affichent une impédance, et puis l'impédance, elle varie, et elle est très gourmande pour l'amplification. Là, par contre, avec nous, on a un petit ampli qui vaut 200 €, 2 fois 30 watts, et ça marche très bien déjà. En EFI, je parle simplement. De toute façon, la gamme, tu m'en as parlé tout à l'heure, ces enceintes ont été conçues pour être des débuts de gamme abordables avec un excellent rapport qualité-prix. C'est ce que vous vouliez faire Oui. en la concevant. Et la gamme va avec, entre guillemets. C'est pas des produits extrêmement onéreux. Non. Et avec donc un ampli qui serait pas onéreux, les gens peuvent déjà avoir un truc, un super rendement. C'est ça l'idée. Là, voilà, dans une petite pièce, dans 20 mètres carrés, on a déjà quelque chose qui est très très bien, je trouve. Et là, par exemple, quand on l'a présenté au PAVS, on avait une salle de 40 mètres carrés. Elles étaient isolées sur des pieds. Et tout le monde pensait qu'il y avait un caisson de grave ou qu'il y avait une enceinte plus grosse qui jouait. Et voilà. Mais par contre, on avait bien sûr une amplification qui était un peu plus haut de gamme. Ben voilà aussi. Voilà. Ça peut aller loin. Oh là, t'es incroyable. T'es incroyable. Alors moi, j'adore le son, ça me passionne. On peut peut-être parler des colonnes aussi, parce Oui. qu'il y a les colonnes, quitte à faire toute la gamme, on y va franco. Oh là là. Cette apparition, c'est la magie du direct. Donc là, maintenant, on a la colonne. La colonne 11F. 11F. Alors, même chose, même punition. C'est nouveau ou c'est pas nouveau chez toi, où tu me l'as mise comme ça pour faire C'est joli? nouveau, c'est la grande sœur de la petite 6B. Mais d'accord, parce que je vois que la finition n'est pas la même du tout, mais ça c'est normal. Donc c'est la grande sœur. La grande Donc sœur. on peut partir du principe qu'elles peuvent travailler également en stéréo ou bien être accessoirisées, si je puis dire, avec un système au cinéma. Bien sûr, en frontal. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, on retrouve les haut-parleurs qu'on connaît.
qui sont sur la centrale. La grande différence, c'est qu'en fait, c'est une 2 voix électriques et 2,5 voix acoustiques. Donc cette différence en acoustique, c'est que cet haut-parleur-là a une charge close avec une paroi inclinée à l'intérieur et celle-là a une paroi basse réflexe dont les vents est frontal. Tout ça pour pouvoir la placer facilement contre un mur, par exemple. Mais alors, techniquement, tu m'expliques pourquoi tu as fait ça? Tu m'as parlé justement d'une paroi inclinée. Est-ce que tu m'as parlé de différents types de travail sur les haut-parleurs? Alors, pourquoi tu as fait ça? Généralement, quand on a une enceinte colonne, on a une 2,5 voix. Donc, on filtre différemment les deux boomers. Mais il se trouvait que dans cette configuration-là, le résultat dans le haut grave et le bas médium était meilleur en séparant, même si c'est moins facile que de faire un filtre, en séparant physiquement les deux cloisons et de faire travailler... Les compartiments, en quelque sorte. Voilà. Donc, en fait, la coupure, elle est acoustique dans le grave. OK. Et sur la réponse en fréquence, tu as senti que c'était en effet quelque chose qui était probant? Non, c'est pas tellement sur la réponse en C'est fréquence. pas sur la réponse en fréquence. C'est sur la coïncidence des deux boomers. D'accord. Parce que sur une ancienne colonne, on a souvent un mode stationnaire qui peut faire un son de tonneau un peu. Donc il y a plusieurs façons d'y remédier. Et là, cette solution physique acoustique permettait justement de trouver la solution. Alors j'ai une question parce que je ne connais pas toute ta gamme par cœur et je n'ai pas tes spécificités professionnelles. Est-ce que c'est la première fois que tu installes ce système sur une enceinte colonne ou est-ce que tu l'avais déjà fait sur d'autres avant, c'est-à-dire le compartiment? Je l'ai installé sur cette enceinte-là, voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que je vais l'installer sur la future. Chaque enceinte est particulière. D'accord. Là, ce qui est important pour nous, c'est de retrouver ce qui nous plaît, la musicalité que l'on cherche dans une enceinte, quels que soient les moyens. C'est pareil pour le filtre ou pour les haut-parleurs. Il n'y a pas de parti pris. En fonction de ce qu'on définit, on essaie de trouver la meilleure cohérence possible. D'accord, on va se rasseoir si tu veux. Philippe, alors cette fois-ci, bon, celle-ci est normalement plus chère que les autres. Oui. Là, tu tapes à quoi? 849 la paire. La paire. Alors imaginons un système idéal par rapport à tout ce que tu viens de me dire. Ça en stéréo, en enceinte centrale et deux petites à l'arrière. On a une cohérence? Oui, bien sûr. Et le caisson? Et le caisson. Philippe, bravo pour toutes ces enceintes. Moi, j'ai des questions. Toi, j'ai la chance de t'avoir sous la main quelqu'un qui conçoit les enceintes acousticiens et autres. Est-ce que je ne connais pas toute la gamme Ellipson par cœur. Vous avez des systèmes Dolby Atmos, vous avez des enceintes d'élévation, des trucs comme ça, ou c'est un truc auquel vous pensez pas? Oui, on a 3 modèles d'enceintes Dolby Atmos. Alors, un sur la marque Eltax, Ellipson et Tangente, et il est prévu justement de faire une Horus. Eh ben pourquoi Voilà, Non mais tu peux pas en parler, t'es avec nous en Oui, plus et je suis le mec plus sympa de la terre. Tu vas parler. Non, il est prévu de compléter parce que c'est vrai qu'en attendant, la bibliothèque peut servir d'enceinte arrière. Mais bon, c'est pas très. On est obligé de la positionner en plein milieu. On va dire c'est un système classique dans ce cas. C'est très classique. Donc on étudie donc une enceinte Atmos avec son inclinaison naturelle qui se pose sur cette enceinte-là ou éventuellement sur une petite bibliothèque sur pied. Donc, il va épouser exactement la largeur et la profondeur. Et cette enceinte-là pourra être switchée, pour être en mode surround et se mettre contre un mur, comme on va au cinéma avec une inclinaison. Ouais, le côté immersif Atmos, quoi, ou DTS-X. Mais tu vois, de vous à moi, je ne savais pas trop en posant la question. Mais tu vois, parce que pour moi, il y avait une logique. Oui, bien sûr. Alors, il faut quand même savoir que développer une enceinte Atmos, c'est très compliqué. Parce qu'il n'y a pas de linéarité, il y a une courbe de réponse et des mesures à respecter qui sont la propriété de Dolby, qu'on ne peut pas diffuser, mais qui sont un casse-tête chinois pour un acousticien. Surtout un casse-tête de San Francisco, déjà à la base, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui vous démarquent, qui tentent leur chance. C'est-à-dire qu'ils essaient de concevoir une enceinte et Dolby les retoque en disant écoutez, on a un cahier des charges, si ça ne rentre pas dedans, ça ne s'appellera pas Dolby Atmos, c'est là le problème. Et moi, personnellement, tu vois, je suis assez pour soit directement un truc Dolby Atmos, soit l'ajout par une même marque, j'entends, c'est-à-dire les mêmes types. L'ajout en vertical, c'est en général assez efficace. Quand c'est voilà, je vais pas donner de marque, mais Klipsch le fait, d'autres marques le font. Ouais. Tu vois, ils travaillent, on a des résultats convaincants. Donc je suis content que tu m'en parles parce que je trouve que c'est une très bonne idée. C'est projet, hein. Donc, mais voilà. Attends, mais c'est un projet qui va faire kiffer les gens. On est là pour les faire kiffer, on est là pour leur dire, vous aimez le matos, vous avez ces produits qui sont pas chers. Si tu t'arranges pour faire un produit qui sera peut-être pas trop cher, pour le rajouter et qui prend la forme, c'est ce qu'on appelle un banger, quoi. Ouais. Voilà. Alors, c'est vrai que le Dolby Atmos, c'est quand même important aujourd'hui dans un système comme cinéma immersif. Ça devient important avec Netflix, tout le monde qui fait du Dolby Atmos. En fait, quand on ne le connaît pas, on ne se rend pas compte, mais quand on l'enlève, il y a un manque. Il te manque un truc dans la pièce, tu sais, il manque un morceau de l'immersion. Tu dis, mais c'est bizarre, il manque une dimension. Les murs se sont rapprochés. Et quand tu le rajoutes, les murs se reculent. C'est le but. Et même sur des pressages simplement rock ou de chant, pas forcément un film, quand c'est mixé en Atmos, donc
immersif, hein. Ça apporte de l'air, quoi. Ça sépare les instruments. Justement, tu sais qu'ici, on avait beaucoup parlé de Air, justement, Oui, bien sûr. l'album de Air, 10 000 Hertz Legend, qui est pour moi un des meilleurs mixages. Et je conseille aux gens qui nous regardent actuellement d'écouter le Pink Floyd, Dark Side of the Moon, qui a été remixé en Atmos. J'ai jamais pu imaginer qu'on puisse tirer un tel mixage du morceau de Pink Floyd, enfin de Pink Floyd, même si eux, je savais très bien qu'ils se spécialisaient beaucoup, mais ce qui a été fait là en Atmos, dispo sur Apple Music et autres, vous testez vos enceintes, vous êtes là, mais c'est pas vrai, quoi. Comment 50 ans après, on arrive à un tel résultat, c'est du délire. Et c'est pour ça que je peux te poser la question, parce que je pense que de plus en plus de morceaux de musique vont être comme ça, retravaillés par des vrais ingénieurs du son, hein, pas fait n'importe comment, sur des gros titres comme ça, comme il y a Dire Straits qui vient de sortir également en Atmos, et le résultat est probant, dont l'idée des enceintes. C'est d'autant plus important parce que notre philosophie un peu chez Ellipson, c'est qu'on attache beaucoup d'importance à la spécialisation. En fait, bon, moi, premièrement, et les personnes qui m'accompagnent, on n'est pas forcément des musiciens, mais on va beaucoup au concert. Bon, hier, j'étais allé voir Shostakovich à la Philharmonie. Je peux te dire que j'ai les oreilles qui ont vrillé tellement il y a une puissance sonore qui est hallucinante. Mais il y a une respiration, il y a une spatialisation qui est merveilleuse. On différencie tous les pupitres. Et quelque part, même si c'est prétentieux, bon, sur les enceintes, mais c'est ce qu'on recherche, nous. C'est de baigner dans une espèce de réalité du timbre et de la scène sonore aussi, que ça respire, qu'on différencie. Et je pense que le traitement justement des canaux, alors il y a l'IRCAM aussi qui fait ça avec le système WFS, Tout à fait. avec 128 enceintes. Bon, on n'est pas sur 128 enceintes. Ils sont dans l'ambisonique également. Voilà. On va très très loin dans cette vidéo, mais l'IRCAM est dans l'ambisonique. Moi, j'ai fait des reportages sur place. Voilà. Et donc, mais ce qui est intéressant, c'est de retrouver cette spatialisation qui ne crée pas quelque chose qui est artificiel, mais qui nous plonge dans ce qu'est la vraie respiration de la musique, en fait. Parce que tu sais pas les instruments, tu les mets dans une bulle acoustique. Tu réduis pas sur 2 canaux, tu réouvres. Dans ce cas-là, tu as les instruments qui deviennent plus distincts. C'est pas plus compliqué. Mais ça, il faut le matos derrière pour arriver à le faire passer. Il faut l'homogénéité des haut-parleurs et si on peut, une élévation. Parce que sinon, tu refermes la bulle. Bien sûr. Mais alors, la petite échelle, quand on met au point des enceintes, même une petite paire d'enceintes bibliothèque, on aime bien que l'image, elle ne soit pas en avant, mais qu'elle s'étale, qu'elle soit limitée au flanc de l'enceinte et qu'elle s'étale en profondeur. D'accord. Bien sûr, tu l'as peut-être pas sur des enceintes entrée de gamme, mais sur des systèmes haut de gamme, c'est ce qu'on recherche. Et il y a une façon de travailler les haut-parleurs et les filtres pour retrouver cette sensation-là, qui est la sensation quand on va au concert. L'image, elle se déploie. Il y a logiquement. Les musiciens, voilà. Les gens se posent même pas de questions, elle se déploie logiquement devant eux. C'est ça. Parce qu'il y a plusieurs instruments, tu as une acoustique. Et c'est ça qu'il faut essayer de retrouver. C'est très compliqué en hi-fi et en son. D'où l'aide, si on peut, du Dolby Atmos, du DTS-X. C'était passionnant. On est parti de tous les côtés. Mais il était tellement passionnant. Je veux dire, moi, je pouvais pas me contenter de dire oui, alors, les haut-parleurs, ils font quel diamètre et quelle diagonale? Non, mais ça 13. On n'a pas parlé. Répond. On n'en a pas parlé, 13. Non, mais c'est Jojo l'humour aussi. Hein. Jojo l'humour. C'est petit, c'est fin. Mais oui, mais t'en mets plein aussi, toi, alors. Mais écoute, en tous les cas, c'était un plaisir, Philippe. Partagé. Vraiment, vraiment, on s'est bien amusé, on est parti un peu de tous les côtés. Merci à Lily et à Nico d'avoir filmé ce grand moment tout à fait télévisable. Et à très très vite sur le média YouTube, sur medio.com pour plein d'autres choses, des grands déballages, des interviews, des voyages, plein de trucs arrivent, vous n'avez même pas idée. On finit avec une vision apocalyptique. Le créateur, 2 enceintes et moi. On ne pourra pas faire pire. Ciao. Au revoir.